Ce que vous voyez là, c'est une fonderie à côté de Rennes et bah, le temps passe quoi. Le temps passe parce que là-dedans, il y avait des gens qui venaient bosser tous les jours. Et ils avaient la confiance, tu vois, ils se disaient que de toute façon, il faudra toujours fondre du métal, donc ils auront toujours du boulot. Et puis, bah, la concurrence quoi. Et la seule trace qui reste aujourd'hui, c'est des plaques d'égout à Rennes qui portent le nom de la ville où est la fonderie. Et bah, pas grand-chose d'autre à part ces immenses structures abandonnées depuis maintenant 30 ans. Et le changement climatique, bah, c'est un petit peu la même chose que la délocalisation. Tu vois, on sait qu'il y a un truc qui nous tombe sur la tête et on a le temps de suffisamment cuire pour comprendre ce qui se passe, sauf que bah, en vrai on n'y peut rien, Ça va nous obliger à changer de vie et pour beaucoup même à déménager, et tout ce qu'on va laisser sur place, eh ben, c'est notre vieux monde comme les ouvriers ont laissé cette vieille usine. La délocalisation comme le réchauffement, c'est pas quelque chose qui suffit de dénoncer pour que ça s'arrange, sinon le problème serait réglé depuis longtemps. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si les choses arrivent, c'est que le monde, lui, il a déjà changé. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas parler de comment est-ce que la délocalisation a changé le monde, mais comment est-ce que le réchauffement climatique est en train de changer le monde. Et on va commencer pour ça par les États-Unis. Les démocrates aux États-Unis, au pouvoir, eux, ils utilisent l'écologie, pas pour arrêter le gaz ou le pétrole de schiste, hein, non, il y a trop d'enjeux derrière l'indépendance énergétique des USA. Du coup, juste, ils filent du pognon à ces mêmes entreprises pour capturer le carbone. Comme ça, ils sont gagnants dans tous les coins, ils polluent, ils gagnent, ils dépolluent, ils gagnent, c'est incroyable. Non, pour eux, l'écologie, les démocrates, ça sert à justifier notamment l'investissement de 400 milliards de dollars dans la production notamment de voitures électriques, de puces électroniques et de produits chimiques, histoire de relancer un nouveau cycle de production industrielle au moment précis où les banques arrêtent de prêter. Comme ça, ils développent leur croissance, attirent les entreprises chez eux, bouffent les marchés étrangers et multiplient les profits pendant que leurs concurrents sont à la ramasse. D'ailleurs, Macron fait à peu près la même strate pour sauver tous les petits bourges français qui font face à une concurrence de plus en plus féroce. Sauf que du coup, ils s'en sont réduits à promouvoir encore une fois la voiture individuelle et à nous faire changer toutes les bagnoles pour des bagnoles électriques. Alors qu'en France, on a quand même à la fois Alstom qui est une des premières entreprises de fabrication de trains, et en plus de ça, on a EDF qui est normalement, si tout va bien, un des premiers exportateurs d'électricité dans le monde. Sauf que concrètement, pour aller à Rennes, là j'ai pris le train, ça m'a coûté 20 balles et il y a eu 3h10 de retard. Voilà, incroyable hein. Donc en gros, il faut arrêter de polluer, mais on n'a aucun moyen d'arrêter de dépolluer de manière convenable. La seule chose qui change pour moi, c'est que je vois un peu partout, à la télé, sur internet, des publicités pour des voitures électriques d'Elon Musk, quoi. C'est tout. Alors qu'évidemment, j'ai pas la thune et j'ai surtout pas l'envie d'acheter cette merde-là, quoi. Transport comme industrie, c'est la même logique qui gouverne notre économie. C'est la concurrence, c'est les profits, c'est les lois des marchés. Et pas nos besoins, pas notre survie à long terme, juste leur profit, leur profit, leur profit. Les républicains, eux, ils ont une manière un peu différente de faire. En fait, ils nient le truc, hein, tu vois, comme la moitié des États-Unis d'ailleurs. Si on croit pas au réchauffement, on a la preuve que le système nous ment et du coup, on peut croire n'importe quoi. Genre le discours des républicains, c'est pour vous dire quoi. You are fake news. Sir, go ahead. Des gens qui, de toute façon, une fois qu'ils sont au pouvoir, en fait, ils appliquent exactement la même politique que les démocrates. Hein. Leur subtilité entre les deux, leur nuance, étant juste dans la hiérarchie des industriels dont ils servent les intérêts pour plein de raisons différentes. Ce qui fait que le réchauffement climatique, qui est, je pense, l'événement le plus majeur du 21e siècle, aux États-Unis, il oscille au niveau du pouvoir entre des gens qui en ont absolument rien à foutre et veulent se faire du fric, et des gens qui en ont absolument rien à foutre, qui veulent se faire du fric, et en plus de ça, qui se disent écolos. Voilà, la nuance, elle est là. Ce qui fait qu'en réalité, les financiers, les industriels, ceux qui possèdent les médias, c'est-à-dire du coup les puissants, les dominants de ce monde-là, et y compris aux États-Unis évidemment, en fait, ils s'en foutent du réchauffement climatique. Ils ont des communicants. Ils s'en foutent, ils peuvent passer aux médias, balancer un programme, se faire élire là-dessus. Ça change pas grand-chose, ça permet même de renouveler un peu leur discours, de faire des oppositions entre eux, alors que c'est à peu près les mêmes, quoi. Tu sais, c'est des gymnastes, ils font des pirouettes en permanence pour toujours retomber sur leurs pattes, tu les connais. De plein de façons différentes, ils sous-estiment donc le réchauffement climatique, alors que, ok, t'as le discours de la Fox là en permanence, hein, c'est un peu CNews Empire, et t'as aussi la réalité que vivent les États-Unis, hein, notamment l'augmentation des catastrophes naturelles. Elles ont plus que doublé ces dernières années. T'as 1% de la population états-unienne qui a dû quitter son logement précisément à cause de ça en 2022, c'est-à-dire 3 millions de personnes, l'équivalent de tous les Bretons. En un an, il y a eu 3 millions de réfugiés climatiques à l'intérieur de la première puissance mondiale. Et parmi ces 3 millions, tu en as 500 qui ne pourront jamais retourner chez eux, principalement parce qu'ils sont pauvres. 9/10 de ces 500 000 personnes gagnent moins de 50 000 € par an, ce qui est bien en dessous du salaire de base états-unien. Parce qu'en réalité, tu pars et tu ne reviens pas quand tu n'as plus les moyens d'avoir une assurance là où tu habitais, que tu ne peux pas reconstruire encore une fois ta maison et qu'il n'y a personne pour t'aider. Et tu finis alors sur la route. Et tu en as encore d'autres qui avaient tellement peur de tout perdre et qui ont décidé de rester et qui ont définitivement tout perdu. Et ça aussi, ça se voit sur les chiffres.
Moi, cette histoire, ça me fait un peu penser à la fable des aliens, tu sais, genre, t'as les aliens qui arrivent, ils veulent menacer la Terre, et du coup, tu as tous les gouvernements et toutes les populations mondiales qui s'unissent face à un ennemi commun. Et t'as, je pense, un bout du discours dominant sur l'écologie qui est un peu là-dedans, tu vois, genre, on a tous un intérêt général humain en commun, et on devrait tous mener ces actions-là, et ça va arriver, tu vois. Sauf que non, ça va pas arriver. Ça va pas arriver, parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui décident, en fait, ils s'en foutent. Ils vivent pas du tout le même réchauffement que nous, en réalité. Il y a ceux qui ont les moyens de profiter du réchauffement climatique pour se faire du fric, c'est-à-dire les propriétaires et les riches. Les bunkers de luxe, un marché en pleine expansion. Voici l'abri le plus cher de la série haut de gamme, entre 8 et 11 millions de dollars. Un espace de 800 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 terrains de basket et qui peut loger une cinquantaine de personnes. Une serre, un sauna, un garage ou encore une salle de cinéma. Et il y a nous qui en subissons les conséquences. En fait, on remarque que ce système-là, il est très doué pour produire énormément de marchandises, beaucoup plus qu'il n'en faut et de manière totalement incontrôlée, tu vois. Et surtout très doué pour faire du profit là où on s'y attend vraiment pas. Mais par contre, pour planifier la survie de l'humanité, pour essayer de réduire la production juste là où c'est nécessaire et pour organiser les choses, notamment les infrastructures publiques pour qu'on puisse encaisser le choc du réchauffement climatique, là, il n'y a plus personne. Donc absolument rien n'est organisé pour ne serait-ce que anticiper le réchauffement. Si on va en Floride, là, au Miami, juste à côté de Cuba, là, tu vois, c'est le truc qui dépasse là. Et ben, il y a un an, il y a eu un ouragan, le genre de truc que produit de plus en plus le réchauffement climatique. Et ben, un mois plus tard, tu as toujours 2,5 millions d'habitants sans électricité, 1,9 million qui manquaient de nourriture et 1,7 million qui étaient sans eau potable. Juste, en fait, le taf n'est pas fait. Et en Californie, sur la côte ouest cette fois, et ben, ils sont encore plus dans la merde parce que les sécheresses s'accumulent et les défaillances des infrastructures publiques sous-investies année après année, ben, en fait, provoquent des incendies géants. Et c'est partout pareil, hein. Genre en Grèce, tu as eu un incendie qui est quasiment historique, tu vois, là-bas, c'est assez dramatique. Et il y a quelques jours, il y a eu un accident d'un avion de pompiers que tu as sans doute vu passer dans les réseaux. Et ben en fait, c'est arrivé parce que c'est un vieux Canadair de 60 ans avec un moteur à piston qui date des années 30, alors que le gouvernement vient d'acheter des Rafales, tu vois. Donc les gars, ils sont quand même dans une région où le réchauffement climatique va produire encore plus d'incendies au fil des années. Ils achètent des Rafales et pas du tout des avions de pompiers. D'ailleurs, il y avait tellement pas assez de pompiers en Grèce qu'ils ont dû appeler des pompiers, notamment italiens et français, tu vois. Avec un turnover de l'extrême qui fait que les pompiers étaient crevés, fatigués et du coup qu'ils ont fait des erreurs de pilotage. D'ailleurs, tu as une étude qui est sortie là récemment qui montre que, en fait, les incendies qu'on voit à peu près tout le temps, là, un peu partout dans le monde, ça participerait bien plus au réchauffement climatique qu'on le pensait. Et ce réchauffement climatique accentué par les incendies accentue les incendies. Et c'est là, en fait, où tu comprends que si on veut lutter contre cette merde-là, il va falloir énormément d'investissements publics pour se préparer à toutes les conséquences que va avoir le réchauffement climatique et être un peu solidaires les uns des autres. Sauf que c'est pas fait. C'est pas du tout fait. Et ça déborde dans la finance d'ailleurs. Tu vois, tu as les assureurs qui se retrouvent avec des milliers de clients aux États-Unis qu'ils doivent indemniser dans la catastrophe. Sauf que bien sûr, tout le fric qu'ils ont eu avec ces assurances, ils l'ont placé sur les marchés. Tu vois, donc en fait, ils n'ont pas de thunes pour rembourser les gens et ils se retrouvent dans une situation de faillite. Et c'est l'État, encore une fois, en empruntant sur ces mêmes marchés financiers, qui comble les trous avec un chèque de 500 millions de dollars. Donc en gros, tu as des spéculateurs qui se font des milliards et des milliards sur la spéculation de la faim et du pétrole qui nous mettent tous dans la merde. Et en plus de ça, avec tout le fric qu'ils gagnent, en fait, ils le prêtent aux États pour gagner encore plus de pognon avec des intérêts qui frôlent aujourd'hui les 5%. Donc en gros, ils gagnent, ils foutent la merde dans la société, l'État intervient, et quand l'État intervient, ces gens-là gagnent encore et encore. Et même si ça pète demain, le système financier, c'est pas grave, ça a déjà pété en 2008, qu'est-ce qui a changé? Absolument rien, les États sont intervenus, et toutes les petites banques ont fait faillite, et c'est les grosses qui les ont rachetées, parfois même avec de l'argent public, tu vois. Donc en fait, non, le système capitaliste trouvera toujours une façon, une pirouette pour s'adapter, et c'est les gros monopoles qui vont rester, tu vas voir quelques-uns qui vont prendre la poussière, mais les autres vont être d'autant plus gros, d'autant plus puissants. Et ces trucs-là, ça tombe pas du ciel, hein, c'est du travail humain de millions de personnes à travers le monde pour maintenir ce truc-là dans les gouvernements, dans les banques, dans les marchés financiers, dans les autorités de contrôle et de régulation. Tu vois par exemple l'indice boursier du CAC 40, en fait il date pas du Big Bang, il a été créé à un moment donné et c'était dans le premier septennat de François Mitterrand. Comme quoi. Donc retournons en Californie, toujours sur la côte ouest des États-Unis, eux ils se prennent des sécheresses et des réfugiés climatiques, alors que à elle seule, cette région rassemble un quart des SDF du pays. Et les habitants qui sont victimes des catastrophes naturelles, ils ne peuvent pas reconstruire chez eux, soit parce que en fait ils n'ont pas d'assurance, soit parce que en fait les frais de leur assurance sont devenus trop chers que du coup ils prennent la route. Les plus gros assureurs de la région ont même annoncé ne plus signer de nouveaux contrats. Donc en gros, parce que le système financier est défaillant, des gens ne vont plus pouvoir vivre en Californie parce que le risque de tout perdre est devenu bien trop grand et ceux qui restent sont coincés dans cette situation.
C'est une histoire qui se répète parce qu'à l'époque de Katrina en 2005, pareil, hein, il y a eu un ouragan et de la même façon, ça a mis énormément d'assureurs dans la merde et c'est l'État qui était intervenu. Donc la situation a déjà existé en 2005. Donc est-ce que c'est vraiment grave ce qui se passe aujourd'hui? Bah oui, parce qu'en fait, les catastrophes, elles arrivent tous en même temps sur différents endroits du territoire. Ce qui fait que l'État ne va pas devoir se porter garant juste d'un simple événement à Katrina et compagnie, mais de tout le système des assurances aux États-Unis. Et ça représente des milliards et des milliards. Donc là, on voit des États qui se battent avec leur système bancaire, qui se battent avec leur système des assurances pour pas que ça tombe en faillite, tu vois, et qui leur donnent des millions et des milliards, alors qu'on devrait précisément transformer toute la société pour pouvoir s'adapter au réchauffement climatique. Et l'État californien, par exemple, eux, ils tentent bien de monter, par exemple, les impôts pour pouvoir financer les reconstructions, notamment au niveau des entreprises. Tu sais, il y a les startups là-bas de la Silicon Valley et compagnie. Sauf que, encore une fois, il y a l'effet de la concurrence. Les sièges sociaux des grands de la tech, là, ils se cassent ailleurs. Musk, contrairement à d'autres Californiens moins fortunés qui sont coincés là-bas, lui, il peut tranquillement déménager son siège social et ses programmes de recherche et développement au Texas et au Nevada. Pareil pour la société Hewlett-Packard, entreprise qui part pour Houston. Oracle Corporation décampe, elle, pour Austin. Tu sais, c'est comme dans le film Interstellar, ils cultivent, tu sais, du blé, puis après ils se rendent compte qu'il y a des maladies qui peuvent plus cultiver ça, donc ils passent au maïs, puis après ils passent au sorgho et compagnie, jusqu'au moment où la dernière céréale commence elle aussi à être malade et qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Là c'est pareil, tu as des entreprises qui fuient un petit peu les impôts et les conséquences du réchauffement climatique, sauf que vu que le réchauffement est global, de toute façon ils vont se faire avoir d'une façon ou d'une autre. C'est juste qu'ils essaient de gagner un petit peu de temps. Ce qui fait que tu as tout le système qui se repose sur l'État. L'État qui va sauver les banques, l'État qui va sauver les assureurs, l'État qui va filer des subventions aux différentes industries. Des industries qui misent tous sur le dernier truc qui rapporte un peu de pognon, c'est-à-dire les voitures électriques et compagnie, quoi. Alors qu'on sait très bien que nous n'avons ni la demande, ni les infrastructures, ni les énergies, ni les ressources, ni la solvabilité de l'État pour faire absolument toutes ces choses-là. On sait que ça va foirer, mais personne n'organise rien et encore, ça va plus loin que ça. Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, y compris aux USA, où se développent les moustiques et du coup la malaria là-bas. Dans le monde se renforce aussi le paludisme, 14,4 millions de cas et 69 000 décès de plus sur un an. Donc en fait, il faut des infrastructures pour gérer ça. Il va falloir construire les hôpitaux, il va falloir des assurances maladies performantes, des médocs, mais qui va payer ça? Aux États-Unis, c'est payant, donc soit la situation s'empire comme maintenant, avec des gens qui sont juste dans la merde, soit l'État prend en charge ses frais, enfonçant encore plus dans la logique de la dette et du coup des chantages financiers. Et le pire, c'est que si dans 5 ans, ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas assez de gens pour acheter leur voiture électrique et pour relancer l'industrie, pour rentabiliser les milliards et milliards d'investissements qui sont en train d'être faits dans les usines pour ça, en fait, ils trouveront autre chose. Ils trouveront la guerre, ils trouveront un nouveau truc numérique de ChatGPT ou je sais pas trop quoi. Ils trouveront des trucs à développer à la con qui va absolument pas résoudre le problème et avec lequel ils vont pouvoir continuer à se faire du fric encore et encore. Donc en fait, il faut pas s'inquiéter pour eux. Ils vont aller tout droit vers le mur, année après année, ça, on peut en être sûr. Regarde la valorisation que Tesla a en ce moment. Regarde les perspectives de débouchés commerciaux qu'ont les vendeurs d'armes. Regarde les bénéfices records que se font l'intégralité des pétroliers sur cette planète. Avec eux, on va se retrouver avec rien, si ce n'est des voitures électriques et ChatGPT. Et ça suffit pas, clairement ça suffit pas, tu vois. Bon, en vrai, les choses elles vont vite, mais on va quand même conclure les choses en disant que ce système économique ne tombe pas du ciel et qu'il a des institutions qu'on peut saboter, il a des idées qu'on peut décrédibiliser, il a des médias qu'on peut contester avec d'autres médias, de financiers qu'on peut pourquoi pas enfermer et surtout de politiciens qu'on peut dégager, littéralement, coup de pied au cul, on peut les dégager, tu vois, c'est pas impossible ça. En fait, l'important c'est qu'on arrive à avoir un système qui arrive à produire les infrastructures dont on a besoin pour survivre à tout ça, sans que ce soit absolument basé sur, tu sais, les valeurs actionnariales des entreprises, tu vois. C'est débile ça, il faut qu'on produise ce qui est nécessaire. Et à ce moment-là, on pourra se demander qu'est-ce qu'on fait de cette fonderie abandonnée. Elle a été longtemps une fierté industrielle du coin, du coup on aurait envie d'en refaire une autre fonderie. Sauf qu'il y a quand même un problème avec cette fonderie, c'est qu'elle est contaminée par plein de produits hyper toxiques, parce qu'à l'époque on se disait que c'était pas toxique, mais en fait ça tue des gens, voilà, c'est pas ouf. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été interdite, hein. C'est les délocalisations et ce genre de trucs, tu vois. Et surtout cette fonderie abandonnée, en fait elle est devenue le premier lieu touristique de la ville quand même, hein. Il y a des parties de airsoft qui se font là-bas, t'as des gamins qui se racontent des histoires d'horreur, t'as des ados en couple qui veulent impressionner l'autre, ou des locaux qui jouent au guide touristique. Et est-ce que c'est pas la meilleure chose qu'on peut en faire de cette fonderie-là maintenant, finalement? Donc le temps passe et comme cette fonderie, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au fait que nous changions, que l'économie change et que le climat aussi. L'important, c'est pas d'essayer de conserver les choses, l'important, c'est de donner une direction à cette histoire-là et c'est ce qu'on s'emploie à faire.